Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça vous regarde. À la une ce soir, Donald Trump n'est pas encore battu, mais on s'interroge déjà sur l'après. Le Trumpisme peut-il lui survivre? Et faut-il forcément tout rejeter dans cette autre façon de faire de la politique? L'autre inconnue, elle est liée à Joe Biden lui-même. Quelle est sa vision des relations internationales? L'Europe et la France doivent-elles forcément se réjouir de sa possible victoire? De tout cela, on débat avec notre grand témoin ce soir, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. Enfin, le fonctionnement de l'espace Schengen à nouveau sous le feu des critiques après l'attentat de Nice. Emmanuel Macron demande sa remise à plat et un renforcement des contrôles aux frontières. Et il fait un lien entre immigration clandestine et terrorisme. Cela fait réagir, vous le verrez. Vous-même, vous pouvez réagir, commenter cette actualité sur les réseaux sociaux avec le mot-clé CVR. Et pour débattre de cette élection présidentielle américaine et des leçons à en tirer, j'accueille ce soir Hubert Védrine. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères sous Lionel Jospin, diplomate, auteur de nombreux ouvrages. Le dernier en date, et après, on en parlera dans la seconde partie de cette émission. Et puis à mes côtés également, Anne Kratz. Bonsoir madame. Vous êtes membre de l'Institut Open Diplomacy, historienne, spécialiste des États-Unis. Et puis nous serons également en direct des États-Unis, justement, avec Richard Verly, journaliste pour le quotidien suisse Le Temps. Bonsoir Richard, et à tout à l'heure. Bonsoir. Les États-Unis ne connaissent donc toujours pas officiellement le nom de leur futur président. Joe Biden a pris l'avantage, mais rien n'est joué pour l'instant, d'autant que Donald Trump compte se battre jusqu'au bout. Alors, le Trumpisme vit-il ces dernières heures? On voit cela avec Stéphane Blakowski. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Clément, bonsoir à vous. Alors, si j'ai bien compris, Stéphane... Si j'ai bien compris, Clément, les élections viennent de prouver que Trump conserve encore de nombreux partisans aux États-Unis. Et donc, même s'il était battu, eh bien, le Trumpisme, pour autant, ne devrait pas disparaître. Alors, comment est-ce que vous expliquez qu'il conserve autant de partisans? Déjà, il faut se souvenir que pendant les 3 premières années de son mandat, Donald Trump a eu d'excellents résultats économiques. Ses adversaires le présentaient comme un imbécile, un clown, incapable de diriger le pays. Et puis, en réalité, Trump a fait des miracles. Alors, le mot miracle n'est pas de moi, c'était dans le titre d'un article du Monde, publié en mai 2019. Vous voyez, les surprises du miracle économique américain. Chômage au plus bas, croissance au plus haut. Donc, finalement, il ne s'est pas si mal débrouillé, en tout cas dans le domaine économique. Alors, sauf que ces bons résultats économiques, ils ont été un petit peu plombés par la crise du Covid et c'est plus de 200 000 morts aux États-Unis. Alors oui, là, vous marquez un point, c'est pas faux. Mais en même temps, puisque je suis là un petit peu pour me faire l'avocat du diable, je voudrais quand même préciser qu'aux États-Unis, il y a un taux d'obésité considérable. 40% des adultes sont obèses et c'est bien sûr un facteur extrêmement aggravant, alors qu'en France, on a 17% seulement d'obésité. Alors si je vous comprends bien, on a un peu diabolisé injustement Donald Trump ? Alors attention, j'ai pas dit injustement, mais ce qui est en tout cas certain, c'est que oui, que Trump a été diabolisé par les élites culturelles américaines. Les stars d'Hollywood votent Biden, mais ça, on s'en fiche un peu, mais surtout diabolisé par les universités et puis aussi par les médias. Alors pour ce qui est des universités, on suit ça régulièrement en France. Il y a des débats régulièrement sur la cancel culture, là récemment. On se bat pour défendre les minorités dans les universités, mais c'est parfois excessif, on déboulonne les statuts, on censure tous les propos qu'on estime sexistes ou racistes, et puis on excommunie même ceux qui ne respectent pas le politiquement correct. Or, quand on fait des sondages à ce propos aux États-Unis, vous allez voir un article du Courrier international qui reprenait un article américain, eh bien, une majorité d'Américains sont un peu lassés en fait de ce politiquement correct. Ils sont lassés de voir que la liberté d'expression qui est si importante aux États-Unis est bridée. Ils sont saoulés par le politiquement correct. Et puis, pour ce qui est des médias, on en parlait hier sur ce plateau, l'immense majorité des grands médias sont systématiquement opposés à Trump. Il y a une étude qui a été menée à Harvard, qui est publié là dans le Washington Post, qui n'est pas du tout un partisan de Trump, et qui donnait ce chiffre. 91% des articles ou des prises de parole sur Trump dans les réseaux, donc les grands réseaux, sont le fait d'un point de vue négatif. Donc, pour illustrer un petit peu ça, je vous propose d'écouter le correspondant du New York Times en France, qui s'appelle Adam Nossiter. Je vous propose de l'écouter quand il parle de Trump. Voilà le ton qu'il emploie, pardon.
C'est sûr, c'est prouvé que la stratégie de Trump, depuis le début, c'est d'enflammer les passions des gens, d'inciter les gens à jouir pleinement de leur haine, que ce soit pour les immigrés, pour les Mexicains, pour les Noirs. Trump joue sur la haine. Alors, qu'est-ce qui vous choque dans ses propos? Vous les trouvez excessifs? Disons, il commence ses propos disant c'est sûr, c'est prouvé. Je ne sais pas trop ce qui est sûr et prouvé là-dedans. Disons que pour un journaliste, c'est pas forcément très objectif, mais c'est vrai que ça nous choque pas, nous, Français, quand on entend quelqu'un comme ça s'emballer un petit peu sur Trump. Mais pour mieux faire mesurer le parti pris d'une partie de la presse américaine, des grands médias américains, et d'Adam Nociter en l'occurrence, je vous propose de regarder l'article qu'il a consacré à l'assassinat de Samuel Paty. Donc voilà comment l'article était titré. La police française abat un homme dans la rue après une attaque au couteau. Donc vous voyez, on a le sentiment que pour lui, le fait que la police ait tué l'assassin prend plus de place que le meurtre du professeur, comme si c'était presque une bavure. Donc on a vraiment l'impression que pour une partie en tout cas de l'opinion américaine, il y a quelque chose de choquant là-dedans. Comme nous, on est choqués, on a l'impression que les élites américaines, intellectuelles, sont vraiment déconnectées en tout cas des préoccupations des gens ordinaires. Alors évidemment, Trump, lui, a su profiter de ça. Il s'est présenté comme le héros de la working class, comme celui qui tenait tête aux élites et défendait les gens modestes. Et puis, évidemment, par ses propres excès à lui, il a creusé un peu plus encore le fossé entre, on va dire, l'Amérique d'en haut et l'Amérique d'en bas. Donc finalement, la question qui se pose, si Joe Biden a été finalement élu, c'est est-ce qu'il sera capable, au cours de son mandat, de combler ce fossé entre ces deux Amériques et pouvoir rassembler enfin les Américains? Merci à vous, Stéphane. Hubert Védrine, on vient de voir dans la chronique de Stéphane un peu ce qui a fait le succès de Donald Trump, ce positionnement en homme politique anti-système. Si on devait d'abord théoriser ce qu'est le Trumpisme, comment est-ce qu'on pourrait le définir selon vous? D'abord, je pense que c'est un phénomène qui vient de loin aux États-Unis. Je pense que Trump aurait été une caricature, mais pas une aberration. Il représente au moins la moitié de l'Amérique. Au moins la moitié de l'Amérique. Il y a eu des phénomènes genre Tea Party il y a longtemps. Et le fait que les classes populaires, puis les classes moyennes, aient décroché depuis longtemps en disant la mondialisation, c'est bon pour les Chinois, mais pas pour nous. On l'a vu à travers beaucoup de phénomènes, c'est vrai aussi en Europe, sinon il n'y aurait pas eu le Brexit, vous voyez. Et donc après, il y a Trump. Il faut essayer d'oublier à un moment donné dans l'analyse sa personnalité. Il est effrayant sur beaucoup de plans en tant que personnalité. Mais il y a sa personnalité, il y a sa politique, le bilan, et puis est-ce que c'est un phénomène passager? C'est pas le cas. Le Trumpisme, c'est une composante du peuple américain maintenant, ça va rester. C'est-à-dire si jamais il est battu à la présidentielle, le Trumpisme, lui survivra? Oui, bien sûr. Mais sous quelle forme? C'est un populisme américain, c'est des gens qui détestent les élites de la côte est et de la côte ouest. Je vois le chiffre que vous avez cité qui est très important parce que sur l'affaire du politiquement correct, on est à la limite du fascisme quand même, hein, dans le comportement des différents groupes menés par des activistes, etc. L'interdiction de parler, etc. Le fait qu'il y ait une réaction du peuple américain. On dit politique identitaire en France, ça veut dire plutôt les gens d'extrême droite. En fait, identity politics aux États-Unis, c'est au contraire des gens de gauche qui pensent que l'identité est la clé de la lecture de la société. Ceux qui défendent les minorités. Ceux qui relayent ça en Europe ou en France, c'est pas des gens d'extrême droite. Ils se nourrissent pas là, en fait. Ah non. Donc c'est des mouvements ultra-gauchistes qui se servent de ça, qui importent en France les névroses américaines. Donc Trump, ça va rester, notamment si le Sénat reste à majorité républicaine, même avec Biden. Et en fait, dans le Parti républicain, les républicains classiques, à l'époque George Bush père, par exemple, vous voyez, il n'y en a plus. Donc c'est une composante durable, je pense. Anne Kratz, vous partagez ce point de vue parce que pour que le Trumpisme survive à Donald Trump, ça veut dire qu'il doit être repris à son compte par le Parti républicain. Alors il y a quand même un peu de lignes dans ce parti. Oui, enfin, je suis d'accord avec monsieur et monsieur Védrine jusqu'à un certain point. Parce que, bon, ce qu'il faut voir avec le Trumpisme, c'est que Trump avait un noyau dur de soutien, de supporters, qui se montait à environ 40% et qui représente ce populisme américain dont on vient de parler à l'instant et qui s'adresse, qui comprend des gens qui rêvent d'une Amérique qui n'existe plus depuis longtemps. Ça, c'est un peu la base de leur populisme. Une Amérique où on peut faire tout ce qu'on veut et où on est les rois, si on est blanc en tout cas, et si on est les rois du pays. Au-dessus de ces 40% de votants pour lui, en l'occurrence, il y a eu environ 20% de gens dont la principale préoccupation était l'économie. Effectivement, l'économie américaine
se portait très très bien avant la pandémie. C'était pas tout à fait dû à Trump, c'était aussi dû à Obama qui avait géré l'énorme crise de 2008 extrêmement bien. Et par un effet mathématique, il y a eu une telle récession en 2008 qu'au bout de 10 ans, tout ça s'était résorbé et le chômage avait diminué jusqu'à un point qu'on n'avait pas connu depuis des années et des années. Pour les Blancs et pour les Noirs d'ailleurs. Hein. Comme pour tout le monde, absolument. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on se retrouve sur le plan économique avec un Donald Trump anti-libéral, ce qui est très loin de la position historique du Parti républicain. Et on se retrouve avec un Parti démocrate qui défend, lui, le libéralisme économique. Oui, absolument. Oui, ça c'est quelque chose que les économistes américains ont souligné à l'envi, puisque quand les républicains n'étaient pas au pouvoir, par exemple, ils poussaient des hauts cris au sujet du déficit américain. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, le déficit, c'est la planche à billets, etc. Mais moi, ce que je voudrais dire, je voudrais me faire l'avocat du diable, si vous me le permettez, parce que vous avez dit que c'était vous l'avocat du diable. Je pense que le Trumpisme, tel qu'on l'a connu, avec ses excès, est au contraire en voie de disparition. Et là, je me lance dans l'avenir, parce qu'il est composé de gens qui, comme je le disais tout à l'heure, croient en une Amérique qui n'existe plus depuis longtemps. Et ils vont finir par s'en rendre compte. Vous entendez quoi par ça? C'est quoi? C'est ce nationalisme poussé à l'excès? C'est la religion? La religion poussée à l'excès, une espèce de sentiment de camaraderie entre les hommes blancs, en particulier, par opposition aux femmes. Cette Amérique va forcément disparaître pour des questions démographiques et pour des questions de diversité ethnique. Hubert Védrine? Oui, c'est vrai, mais l'Amérique, vue par le New York Times, n'existe pas non plus. Et celle du Washington Post n'existe pas non plus. C'est un peu ce qu'expliquait Stéphane dans sa chronique. Et l'Amérique qui idéalise les Européens en croyant que le cauchemar Trump étant peut-être fini, on va revenir à une sorte d'entente idéale d'avant, ça n'existe pas non plus en fait. Donc l'Amérique est tout à fait capable d'inspirer, de susciter des fantasmes tout à fait contradictoires. Et la démographie n'explique pas tout, parce qu'il y a un pourcentage important des latinos qui ont voté Trump, par exemple. Oui. Il y a quand même 10% des Noirs, malgré tout, qui ont voté Trump. Bon. Donc c'est plus complexe. Il y a une tendance historique, je sais bien. Et ils ne veulent pas abandonner cette prédominance qu'ils ont eue historiquement. Donc, mais je pense que le Trumpisme va rester pas sous la forme Trump. Non. Pas avec sa grossièreté, ses excès, etc. Mais quand même, c'est une composante populiste. Le populisme est présent à peu près dans tous les pays occidentaux. Hein. C'est les gens qui ne croient plus à la mondialisation ou à l'Europe telle qu'on leur a raconté. Ce n'est pas forcément une chose monstrueuse. En tout cas, tout le monde va devoir en tenir. Et d'ailleurs, Biden, pour réussir à avoir le score qu'il a atteint, il va sans doute être président, là, il a quand même récupéré une partie du discours sur les jobs en Amérique pour essayer de récupérer une partie des ouvriers blancs. Spécialiste qui nous disait que la politique de Biden vis-à-vis de la Chine serait la même que celle que Trump a mis en place. En gros, oui. En tout cas, on va en parler après. Vous connaissez mieux les États-Unis que moi, en fait. Je pense que ce serait ni Obama ni Clinton. C'est autre chose. Il y a une synthèse démocrate un peu plus populiste, justement. Oui, mais alors, il faut quand même... S'il est élu, en tout cas. Hein. Oui. Il faut quand même voir que, comme je le disais tout à l'heure à monsieur, une partie importante de personnes qui ont voté Trump cette fois-ci et la dernière fois, étaient des gens qui avaient voté pour Obama. Dans ma propre famille en Amérique, il y a eu des gens qui ont voté 2 fois pour Obama et après ils ont voté comme un seul homme pour Trump, et cette fois-ci encore. Donc c'est plus compliqué que ça aussi, parce que des gens qui sont capables de voter pour Obama et après Trump, il faut examiner ce que ça signifie. Bon, alors on n'a peut-être pas le temps d'en parler, mais on peut penser que Obama a déçu une partie de ces petites gens, comme on les appelait, comme les a appelés malheureusement Hillary Clinton, et les a appelés les déplorables. Ah oui, elle n'a pas dit petites gens, elle a dit déplorables. Hein. Oui, deplorables. Ces deplorables se sont sentis trahis par Obama parce que, pour le dire très vite, bien entendu, ils se sont rendus compte que Obama était bien noir ou à moitié noir, mais en fait c'était un blanc de par son comportement à tous les niveaux, et c'était surtout un blanc, un membre de l'élite. Ça, il ne l'avait pas compris tout de suite, je crois. Alors on va prendre la direction des États-Unis pour aller voir Richard Verly et évoquer justement avec lui les partisans de Donald Trump. Richard, vous êtes à Harrisburg, je crois, en Pennsylvanie. Ça fait plusieurs jours maintenant que vous suivez la fin de cette campagne présidentielle pour votre journal suisse Le Temps. Comment réagissent les partisans de Donald Trump à la perspective d'une défaite de leur leader ?
Eh bien, écoutez, je pourrais vous en dire plus tout à l'heure, puisque la raison pour laquelle je suis à Harrisburg, c'est pour rencontrer des avocats du camp Trump qui viennent de déposer des recours ici à la Cour suprême de l'État de Pennsylvanie. Alors, pour vous donner un détail important quand même, je ne porte pas de masque parce que je suis dans la gare de Harrisburg, derrière moi, qui est totalement déserte parce que le trafic ferroviaire aux États-Unis est presque vide en ce moment. Donc voilà l'explication. Sinon, dans la rue, tout le monde ici porte le masque. Alors, les partisans de Donald Trump, eh bien, on en a eu un petit exemple hier à Philadelphie, la grande métropole de Pennsylvanie. Il y avait une manifestation d'anti-Trump qui portaient tous un sweatshirt jaune sur le thème « Tous les votes doivent être comptés ». Il y avait des hélicoptères dans le ciel, beaucoup de police dans les rues. Et il y a eu des bandes d'électeurs de Trump qui sont venus pour dire que, selon eux, le scrutin en Pennsylvanie était volé. Je me suis approché d'eux, je leur ai demandé « Mais qu'est-ce que vous avez comme élément concret pour parler de ces fraudes? Est-ce que vous avez vu des urnes être dérobées? Donnez-moi des éléments. » Ils n'ont rien. En réalité, toutes les plaintes qui sont déposées sont des plaintes déposées par rapport à ces fameux votes par correspondance sur lesquels la Cour suprême fédérale américaine s'était prononcée en autorisant le dépouillement en Pennsylvanie jusqu'à vendredi. On voit donc très mal comment ces recours pourraient faire dérailler dans un État comme celui-ci le décomptage des voix qui se poursuit encore en ce moment. Trump reste en avance, mais avec une avance qui a considérablement fondu depuis hier. Merci à vous, Richard. Anne Kratz, quand on entend un peu le récit que nous fait Richard Verly de l'état d'esprit des partisans de Donald Trump, il y a un risque d'insurrection, vous pensez, aux États-Unis, si jamais Donald Trump devait être déclaré battu? Ça dépend ce que vous entendez par insurrection. Une insurrection générale, non, certainement pas, mais il y aura certainement des bagarres. Oui, il y aura certainement des bagarres. On a vu les magasins, les endroits chics se barricader. Il y aura des bagarres et le problème, c'est que tout le monde a des armes et qu'en plus, les fake news circulent tellement sur les réseaux sociaux. Je peux vous donner un exemple très concret. Dans une toute petite ville de l'Oregon où habite ma famille, encore une fois, un bruit a couru qu'une bande antifa, c'est-à-dire des antifascistes, allait venir. Tout de suite, une milice locale s'est armée jusqu'aux dents et s'est positionnée dans les rues de cette petite ville pour attendre les antifas et éventuellement armée jusqu'aux dents. Or, c'était évidemment une fausse nouvelle. Mais voilà, bon, c'est possible. Hubert Védrine, quand on voit comment Donald Trump conteste les résultats, il le fait toutes les heures sur son compte Twitter en ce moment depuis hier, il représente une menace réelle pour la démocratie américaine, vous pensez? J'en sais rien, enfin j'en sais pas plus que vous. Hein. On voit la même chose, je pense que c'est une bataille d'arrière-garde, mais ça peut durer pendant des semaines. Et puis là, disons, il y a une exagération pathologique aux États-Unis du rôle des juristes. C'est des parts de marché en plus. Hein. Bon, ça peut durer très très longtemps. Là où il y aurait vraiment une crise historique comparable à rien dans l'histoire des États-Unis, c'est si le 20 janvier, ou 21, je ne sais plus, 21 janvier, ils ne sont pas d'accord sur qui doit aller à la Maison-Blanche. Sinon, si ça dure des semaines, on verra bien. Hein. Et c'est vrai, vous l'avez dit, c'est la tension, la haine, la division géographique. On pourrait presque avoir des pays qui deviennent indépendants les uns des autres. C'est des États de génies, quoi. L'armement, enfin, tout ça, oui. Mais j'en sais pas plus que vous, encore une fois. Mais je crois pas. Je crois à la bataille pendant des semaines. Je crois pas à la maxi-crise. On se retrouve dans les situations du Venezuela, quand même. Bon, je crois pas. Depuis, oui. Vous vouliez ajouter un mot ? Ce dont on peut avoir peur, puisqu'on peut s'attendre à tous les excès de la part de Donald Trump, il l'a quand même montré assez brillamment, si j'ose dire, c'est que pendant ces 11 semaines pendant lesquelles il est encore président des États-Unis, et il peut faire ce qu'il veut, il peut gouverner par décret, etc. On pourrait imaginer un scénario dans lequel il y a une espèce de provocation, où on invente une provocation, il peut commencer une guerre avec l'Iran ou quelque chose. Alors à ce moment-là, on serait dans un cas de figure où tout d'un coup, tout le peuple américain, toute la population américaine le soutiendrait. Enfin, c'est de la politique fiction. Mais avec Trump, on est souvent dans la politique fiction. Je voudrais ajouter un mot, parce que je ne sais pas si on a l'occasion d'en parler après. C'est tellement fascinant qu'on peut en parler pendant des heures. C'est tellement étrange, étonnant, bon, tout ça. Mais la vraie question, on est à Paris là, la vraie question, c'est qu'est-ce que doivent faire les Européens ? On va en parler, oui. Hein, vous voulez dire là, à l'heure actuelle, ou dans... Non, mais après, dans l'avenir. Pas uniquement être complètement fasciné, subjugué, groupi de l'un ou de l'autre, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit dépasser, il fait quand même 4 générations qui ont vécu dans un monde occidental garanti, protégé par les États-Unis, etc. Très bien. Mais il est peut-être temps de se demander ce qu'on doit faire, nous.
pas uniquement attendre les résultats du match, vous voyez. On entend que vous entendez prendre plus de distance, plus d'autonomie. J'ai l'impression que c'est ce que ça sous-entend. Oui, mais pas dans l'hostilité. Je pense que les Européens devraient enfin comprendre que pour défendre leurs intérêts vitaux dans le monde tel qu'il est, qui est chaotique, il faut qu'ils s'affirment plus. On va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Mais pour parler de l'Europe, le Trumpisme s'est déjà propagé dans le monde en quelque sorte, notamment en Europe. Vous pensez qu'il y a un risque de dérive autoritaire de certaines démocraties en Europe avec des leaders qui s'inspirent de Donald Trump? Vous pensez que c'est une menace réelle qui ne se limite pas à quelques pays en Europe de l'Est ou en Europe centrale? Moi, je ne fais pas de morale sur la dérive. On est qui pour juger la dérive? On n'est pas le New York Times. Hein. Je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que des classes populaires, puis des classes moyennes, qui ne croient plus ce qu'on leur a dit sur la mondialisation, mondialisation heureuse, qui ne croient plus, beaucoup moins en tout cas, ce qu'on leur a dit sur la construction européenne. C'est le résultat des politiques menées pendant 30 ou 40 ans. Donc, ce n'est pas la peine de les excommunier après, de faire des sermons contre le populisme, comme l'eau bénite contre les vampires. Ça ne sert à rien. On va justement écouter à ce propos... On va écouter à ce propos ce que disait Arnaud Montebourg ce matin de Donald Trump. C'était sur France Inter. Si on enlève la question de nos propres intérêts et du regard qu'on porte, il y a pour moi dans la très forte résistance Trump un plébiscite pour la force. C'est-à-dire qu'en fait, derrière la force, il y a la protection de toutes les couches sociales qui ont été abandonnées dans le système économique mondialisé depuis 20 ans. Et dans le protectionnisme que défend Trump, qui est dans ses engagements, qui l'a respecté. Donc il a écouté son peuple, il a respecté ses propres engagements, et il a exercé d'une façon erratique, chaotique, presque funambulesque, clownesque, presque pourrait-on dire, vu d'ici, il a exercé la force, y compris contre l'économie. Vous êtes d'accord avec ce que dit Arnaud Montebourg sur Donald Trump? Je ne suis pas en désaccord, en tout cas. Parce que je pense qu'il met le doigt sur une vraie attitude des peuples dans toute la sphère démocratique. Et alors le protectionnisme, les gens hurlent contre le protectionnisme comme si c'était une contre-religion, une hérésie, etc. Mais le fait que les peuples veuillent être protégés, c'est une banalité, en fait. Alors il faut voir comment ils ne veulent pas forcément se renfermer. Les lamentations sur le repli sur soi, c'est du même ordre. Ça ne sert à rien de dire ça. Les peuples veulent être protégés. Ils veulent bien être dans un monde ouvert si ça ne porte pas atteinte à la protection. Donc je suis assez d'accord là-dessus. C'est pour ça que je pense que le Trumpisme, sous une forme moins vulgaire, disons, va survivre comme une force politique. Et ça peut exister à peu près partout, y compris en Europe. Sinon, il n'y a pas de Brexit. Vous voyez ? Pas la peine d'aller chercher en Europe de l'Est. Il n'y a pas de Brexit si on n'intègre pas cette donnée. Anne Kratz, il a beaucoup de défauts, Donald Trump, mais il a quand même une qualité, c'est qu'il tient ses promesses. En tout cas, il a tenu la plupart des promesses électorales qu'il avait faites aux Américains. Et ça a joué aussi, non ? Oui, sans doute. Écoutez, moi, je pense que ce sur quoi il faut s'appesantir maintenant, c'est comprendre que rien ne sera plus jamais comme avant. Parce que même si Biden gagne, et il a gagné, à mon avis, il ne pourra pas raccommoder les déchirures qu'a... Il va essayer, non ? Pardon ? Il va essayer de réconcilier. Oui, non, mais je ne pense pas que, si vous voulez, le monde a changé, l'Amérique a changé, les forces vives américaines ont forcément changé à cause de Trump, en bien et en mal. Et même les gens du New York Times vont devoir changer les titres de leurs articles pour qu'ils reflètent plus sérieusement ce qui suit dans l'article. Parce qu'une des choses qui se passe très souvent dans les journaux américains maintenant, c'est que les titres sont une chose et puis après, quand on lit l'article, c'est complètement différent. C'est le titre sera tellement indigné qu'ils l'ont changé très rapidement dans l'indignation. C'est un peu malhonnête. C'est le premier élan d'un citeur, en tout cas. Donc, moi, je pense qu'il faut surtout essayer de comprendre qu'est-ce que va devenir le monde et surtout qu'est-ce que va devenir l'Europe, qui est quand même la plus grande puissance économique du monde à l'heure actuelle. Plus grande que... une puissance, c'est une entité économique. Oui, pour devenir une puissance, il faut qu'il y ait un déclic mental. Hein. Oui. Mais justement, elle a tellement de tout. Par sa diversité même, elle finit par ressembler à l'Amérique. Mais il faut la volonté d'être une puissance. Ah bah oui. Les peuples européens partagés par ça leur fait peur. Oui. Pour ça, il faut peut-être un homme fort, malheureusement. Alors, on n'en veut pas. Donald Trump européen. Un homme ou une femme forte. Et l'œuf et la poule, oui. Merci beaucoup Anne Kratz d'être venue sur le plateau de Savoir Garde. Hubert Védrine, vous restez avec nous parce que vous êtes notre grand témoin ce soir.
Alors, on va parler dans quelques instants de votre dernier livre qui essaie de tirer les leçons de la crise sanitaire mondiale. Mais d'abord, on a envie d'entendre un peu l'ancien ministre des Affaires étrangères sur Joe Biden. Richard Verly est toujours avec nous en direct de Philadelphie. Alors Richard, vous avez donc suivi cette fin de campagne présidentielle aux États-Unis. Qu'est-ce que l'on sait précisément du programme international de Joe Biden ? Biden a très peu parlé de politique internationale, puisque la fin de la campagne a été essentiellement consacrée à ratisser les États clés qu'il est d'ailleurs en train d'obtenir. Mais ce que l'on sait de son agenda diplomatique, c'est essentiellement trois choses. La première, c'est qu'il a promis d'être aussi ferme que Donald Trump sur la Chine. Alors, ses adversaires disent que ce ne sera pas le cas, qu'il n'est pas capable d'avoir la force, la ténacité d'un Trump. On verra. La deuxième chose, c'est qu'il veut réconcilier Joe Biden, les États-Unis, avec ses partenaires atlantiques, c'est-à-dire avec les alliés au sein de l'OTAN. N'oublions pas que dans sa carrière de sénateur, il a été longtemps le président de la commission du Sénat chargée des affaires étrangères. Donc, il sera sans doute vis-à-vis de l'Europe dans une position peut-être pas de grand réconciliateur, mais en tout cas dans une position de main tendue pour discuter d'affaires stratégiques. Et enfin, dernier point qui est très important, c'est le multilatéralisme. Là, on peut faire confiance à Joe Biden pour être davantage investi dans les institutions multilatérales. Vous savez que les États-Unis viennent officiellement de quitter l'accord de Paris sur le climat. Ça, c'est un point très important. On peut s'attendre à ce qu'une administration Biden, assez vite, revienne à la table des discussions et paraphe cet accord sur le climat que Barack Obama avait accepté lors de la conférence de Paris en 2015. Merci beaucoup, Richard Verly. Hubert Védrine, on entend ce que dit Richard Verly, mais est-ce qu'il faut vraiment s'attendre à un retour au monde d'avant si Joe Biden est élu président des États-Unis ? Non, d'abord, le monde d'avant, on ne sait pas quand c'est. Avant Trump. Avant Trump, d'accord. Moi, je pense que si c'est Biden avec des équipes démocrates qui vont être en place petit à petit pendant les 2 ou 3 mois qui viennent, c'est pas l'époque Clinton. Il ne peut pas jouer la carte de la mondialisation heureuse, triomphante, avec les États-Unis qui font que ce qu'ils veulent dans tout ça. C'est pas la carte Obama, parce qu'Obama, par exemple, était très réticent sur les interventions extérieures, alors que les démocrates en général sont assez pour revenir à une politique de propagation des valeurs, donc de la démocratie, donc les interventions extérieures. Vous voyez. Alors il a quand même cette ambition, a priori, de refaire des États-Unis un peu les gardiens de la paix dans le monde. Comment il faut comprendre ça ? Ça, c'est revenir à un leadership américain. Ça peut conduire, si ça tourne mal, à la guerre en Irak. Vous voyez. Mais ça peut conduire aussi à des relations apaisées, normales, avec les différents alliés. Donc, mais ce leadership, il a fait défaut sur certains dossiers, notamment l'accord sur le climat de Paris. Il y a des points très précis où ce qu'a dit Biden est le contraire de ce qu'a fait Trump. S'il vient dans l'accord de Paris, tant mieux. S'il ressuscite avec les Européens l'accord sur l'Iran, tant mieux. S'il débloque l'OMC, tant mieux. S'il revient dans l'OMS dont on a besoin pour évaluer l'an prochain toutes les politiques par rapport à la pandémie, tant mieux. Mais il n'empêche que les États-Unis reviendront pour exercer leur leadership. Ils ne peuvent pas le faire comme s'il n'y avait pas les émergents, comme s'il n'y avait pas la Chine, et comme s'il n'y avait pas la volonté de l'Europe d'avoir quand même un petit peu d'autonomie sur ces questions. Donc il ne peut pas faire comme avant. Et comme il a dû changer le discours sur le commerce et le reste pour récupérer une partie de l'électorat qui avait été chez Trump, il ne peut pas revenir au libre-échange aveugle en disant la mondialisation à outrance, c'est bien. C'est pour ça que les classes populaires et moyennes ont décroché. Donc il y aura... Ça ne sera pas un allié commode et facile sur les questions de commerce, sur les questions, par exemple, de GAFA. Donc vous êtes en train de dire que pour l'Europe, une victoire de Joe Biden n'est pas forcément une bonne nouvelle non plus. Si, c'est une bonne nouvelle sur les 5 ou 6 points que j'ai énumérés. Je ne suis pas binaire. Mais en revanche, ce n'est pas un monde totalement facile parce que les démocrates, pas plus que les autres, ne veulent d'une Europe qui s'affirme. Et vous pensez bien que les GAFA ne vont pas, qui font tout pour qu'il n'y ait pas de mise en œuvre. Google, Amazon, Facebook, en fait, c'est... Tout ce qu'annonce Thierry Breton est très bien, il faudrait le faire. Mais les GAFA sont déchaînés contre ça, les démocrates vont soutenir les GAFA. Donc il faut avoir une vision qui ne soit pas noir et blanc, qui ne soit pas binaire. Il y a des éléments très intéressants, très utiles pour le monde, si c'est pour le monde. Et pour l'Europe, c'est pas commode, donc il faut que l'Europe prenne les devants. Il ne faut pas attendre passivement. Il faut avoir un agenda. Il ne faut pas rater le rendez-vous Biden pour les Européens. On va écouter justement Jean-Yves Le Drian, qui était ce matin sur Europe 1 et qui évoquait justement cet après-Trump dans les relations Europe-États-Unis.
Depuis 4 ans, il y a eu une évolution. On ne reviendra pas au statu quo ante. On ne reviendra pas à une espèce de bon vieux temps de la relation transatlantique. Le monde a bougé depuis 4 ans. Et ce qui a bougé aussi, c'est le fait que l'Europe a affirmé sa souveraineté depuis 4 ans. Il nous faudra reconstruire désormais une nouvelle relation transatlantique. Il y a un point qui est intéressant. Il dit l'Europe a construit, a affirmé sa souveraineté depuis 4 ans. Finalement, c'est un peu un mal pour un bien, Donald Trump. Il a servi d'électrochoc à l'Europe. Peut-être une prise de conscience du besoin de pouvoir compter que sur soi et pas forcément toujours sur les États-Unis. Disons que le comportement de Trump, autant l'aspect personnel que l'aspect politique, ça, disons, encouragé l'Europe à aller un peu dans le sens qu'indique Jean-Yves Le Drian. Et c'est assez vrai ce qu'il dit, mais c'est pas assez. Et les Européens sont tellement attachés à leur situation d'avance, que j'appelle, moi, depuis 20 ans, les bisounours dans le monde de Jurassic Park. Ça, c'est les Européens, oui. Attachés à ça. Il y a notre confrère Jean Quatremer qui dit que les Européens sont des herbivores dans un monde de carnivores. Oui, c'est un ministre allemand qui a dit ça. Ah. C'était encore mieux qu'un ministre que ma formule à moi, qui était typiquement française sur les bisounours. Mais il a dit, attention, c'est remarquable, c'est l'ancien président du SPD qui a dit ça. Donc, il y a des éléments intéressants que, à mon avis, Jean-Yves Le Drian souligne. Il a raison, mais on est très loin du compte quand même. L'immense majorité des Européens, quand on leur dit il faut quand même, on ne va pas recoloniser le monde, mais il faut quand même qu'on soit respecté par le Congrès américain, par Poutine, par la Chine, par Erdogan, par Netanyahou, par les Saoudiens, par les trafiquants des migrations clandestines, par les GAFA et compagnie. Bon, les Européens se disent, voilà, mon Dieu, si on pouvait rester protégés par les Américains. Donc la France a marqué des points, la vision française de l'Europe a marqué des points, c'est vrai. Mais elle n'est pas partagée par tous. Il y a une tribune qui a été signée par la ministre allemande de la Défense, je pense que vous l'avez vu dans Politico. Le contraire, oui. Voilà, rien que le titre, voilà, Europe still needs America, l'Europe a encore besoin des États-Unis, et elle explique qu'à ses yeux, aux yeux de l'Allemagne, il faut pouvoir compter sur le bouclier nucléaire américain, il faut, voilà, on n'est pas dans une vision partagée franco-allemande. On pourra aller de l'avant vers une Europe politique. Je ne pense pas qu'elle représente l'ensemble des points de vue allemands. Et c'est étonnant l'article qu'elle a fait maintenant, parce que quand De Gaulle avait fait avec Adenauer le traité de l'Élysée, en 1963, après, au moment de la ratification, le Bundestag avait ajouté un préambule qui disait exactement ça. Parce que les Américains s'étaient mis en colère contre ce traité franco-allemand. Alors c'est curieux qu'elle n'ait pas bougé du tout. Mais c'est pas exactement ce que dit Madame Merkel, c'est pas ce que dit Madame von der Leyen qui parle d'une commission géopolitique. Bon, donc l'opinion allemande peut bouger par rapport à ça. Mais il faut noter que c'est très très difficile, parce qu'il y a une sorte d'inertie, de léthargie, disons, géopolitique de la part des Européens qui espèrent pouvoir continuer avec cette protection américaine. Mais c'est pas au niveau des enjeux, des défis dans le monde tel qu'il est. Alors c'est vrai que vous avez raison, c'était votre remarque. Trump, normalement, par ses provocations, aurait dû encourager ce mouvement, mais qui n'a pas été très loin. Donc avec Biden, il faudra, disons, enregistrer, utiliser au mieux les changements positifs, j'en ai cité plein, mais ne pas se contenter d'un soulagement. Du genre, le cauchemar Trump est fini. Donc il faudra faire des propositions, essayer d'enclencher quelque chose en Europe, donc on retombe sur la question franco-allemande. C'est pas si simple. Et je crois que vous faites partie d'un groupe d'experts qui est chargé de réfléchir un peu à l'avenir de l'OTAN. Justement, quand on voit ces déclarations de la ministre allemande de la Défense, vers où doit aller l'OTAN dans ce rapport entre les États-Unis et l'Europe? Je ne peux pas vous en parler parce qu'il y a une consigne de secret dans le groupe. Je suis en effet le Français, désigné par le président Macron pour réfléchir à l'avenir de l'OTAN. On est 10, il y a 30 pays. On travaille sur un rapport qui sera remis aux ministres des pays de l'OTAN début décembre. Bon, alors on va attendre la remise de ce rapport. Il y a clairement un enjeu de souveraineté européenne aujourd'hui, on l'a vu donc avec Donald Trump. On le voit aussi aujourd'hui avec la crise sanitaire mondiale, et vous en parlez justement dans votre dernier livre dont on va voir la couverture. Il s'intitule « Et après », il est paru en juin dernier. Vous évoquez le monde donc d'après la pandémie. À quoi doit ressembler l'Europe dans le monde d'après selon vous? Quel est le défi principal qu'elle doit relever? C'est pas spécialement l'Europe. C'est un livre de réflexion anthropologique. Oui. Sur, bon. Vous abordez différents... Ça n'est jamais arrivé que l'humanité tout entière ait peur de la même chose en même temps. Et donc j'analyse ce qui va changer, en bien ou en mal, ce qui devrait changer. C'est pas la même chose, selon les décisions qui sont prises.
Mais l'Europe n'est pas la seule réponse. D'ailleurs, les reproches contre l'Europe étaient infondés, parce que l'Europe n'a pas de compétences sanitaires. Et même au plus fort de la pandémie, vous ne voyez pas de peuple en Europe qui disent qu'il vaudrait dans l'avenir que ce soit un commissaire européen qui règle tout. Ça n'existe pas. Donc les gens se tournent vers le maire, vers la région, vers le gouvernement, vers l'État-nation. Mais il y a quand même une vraie question qui se pose sur la circulation des personnes au niveau de l'espace Schengen en période de pandémie. C'est un problème mondial, ça. D'ailleurs, la CIA et Bill Gates et autres qui avaient prévu tout ça, ils disent que ça apparaîtra inévitablement quelque part parce que la déforestation déconfine les virus. Il faut intégrer ça. Il faut complètement changer les politiques agricoles mondiales par une politique d'écologisation, etc. Il faut se préparer à l'arrivée d'autres virus du type... Oui, c'est ce que disent les virologues, en tout cas. Donc, après, tout le monde circule. Tout le monde circule parce que l'humanité est agitée d'une sorte de mouvement brownien. Alors, normalement, à l'intérieur de Schengen, même si les règles sont suspendues en ce moment, on peut circuler facilement. Le président Macron vient de dire, à juste titre, et pour d'autres raisons, que celle de la sécurité, et qu'il fallait repenser Schengen. Ça, c'est évident, ça. Bon, donc, le problème de la pandémie, c'est qu'elle remet en cause sur beaucoup de points l'idée qu'on s'était fait de la mondialisation. Il y a les élites et les classes moyennes supérieures. On fait ce qu'on veut, on va où on veut, quand on veut, etc. On est obligé un petit peu de réguler tout ça. Donc, il y aura des leçons à tirer, mais le petit livre qui est un petit livre, ça se lit en 1 heure en fait. Moi, je conclus surtout sur la dimension écologique. Et pas l'écologie au sens statique, ni au sens politique écologique comme on le voit en Europe. Un vaste mouvement mondial, scientifique, raisonné, d'écologisation de tout. Agriculture, industrie, transport, etc. etc. Mais comment c'est possible ça? Parce que pour aller vers un mode de production... Ça a démarré. Oui, ça a démarré, mais comment est-ce qu'on peut aller vers ça dans un monde où la seule boussole reste le profit? Enfin, c'est le principe quand même. Pas la contradiction avec le profit. Il y a des gens qui vont faire des fortunes avec les batteries de l'avenir. Le profit n'intègre pas forcément les critères environnementaux. On va vers le moins cher et pas forcément vers le plus vert. Oui, mais il y a des obligations de changement technique. D'ailleurs, le bilan écologique des pays communistes était bien pire. Il n'y a pas de lien automatique entre, disons, capitalisme, surtout la vision qu'on en a en France. Donc on voit bien que dans le monde entier, par exemple, le plus grand fonds de retraite au monde, que le norvégien, a décidé de sortir des énergies non renouvelables. C'est un raisonnement financier. Les gens qui investissent des fortunes dans les voitures électriques, c'est en train d'évoluer beaucoup plus vite que prévu. Les gens qui investissent dans les cimenteries d'aujourd'hui, qui recyclent 98% de ce qu'il fallait rejeter avant. Donc le système productif mondial est beaucoup plus avancé qu'on ne le croit. Alors, évidemment, il y a des entreprises ou des pays qui veulent gagner du temps. C'est comme les conducteurs de diligence, ils ne sont pas contents de l'arrivée du train. Bon, il y a des choses comme ça. Mais c'est beaucoup plus... évidemment, ce n'est pas avancé au même point, mais progressivement, les débats sur l'écologie, ça va devenir un débat sur le rythme. À quel rythme on va écologiser, vous voyez? À quel rythme, avec quelle acceptabilité aussi, parce que voilà, il y a quand même il y aura des milliers de cas différents, mais sur 20 ou 30 ans, ça va s'imposer. Et quand on nous dira, comme disent les producteurs de betteraves, mais nous, si on abandonne les néocotinoïdes, la moitié de la récolte est perdue, on va dire, bon, on comprend aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous pouvez faire en 2 ans, en 5 ans, en 10 ans? Ils vont dire, il faut plus de recherche. Bon. Mais ça, c'est une approche très scientifique de l'écologie, mais dans le monde entier, il y a des millions de gens qui sont là-dessus. Chercheurs, inventeurs, scientifiques, chefs d'entreprise, etc. C'est quoi le bon schéma pour la France, pour aller vers cette politique d'écologisation? Vous le décrivez dans votre livre. Elle a beaucoup d'atouts, la France. Elle a des entreprises extraordinaires dans les domaines de l'eau, de la propreté, du recyclage, etc. Il y a énormément de chercheurs de talent. Malheureusement, depuis 20 ou 30 ans, il y a beaucoup de mathématiciens géniaux, mais qui partaient en Californie, parce qu'on n'en proposait rien ici. Donc on a beaucoup d'éléments humains, beaucoup d'éléments scientifiques. Il faut corriger la principale aberration, c'est que les écologistes, beaucoup d'entre eux, sincèrement d'ailleurs, se sont concentrés que contre le nucléaire, sous l'influence des Verts allemands, qui a été horrifié par la politique, en effet, nucléaire américaine. Alors donc ça s'est étendu. Et c'est un contresens absolu. Comme la priorité, c'est l'affaire du climat, donc le CO2, que le nucléaire n'émet pas de CO2. Donc il faut vraiment revenir à l'idée qu'on se passera du nucléaire dès qu'on pourra, quand par exemple le solaire sera rentable à grande échelle, vous voyez, mais que commencer par fermer du nucléaire comme on l'a fait avec Fessenheim, ça veut dire que du coup on est obligé de faire des coupures de courant, on est obligé de relancer
de l'électricité avec le charbon. C'est extravagant. C'est ce qu'a fait l'Allemagne il y a une quinzaine d'années. C'est une aberration. Il faut commencer par sortir du charbon. Puis, bon. Donc, il y a une approche, ça fait partie de l'écologisation scientifique, ça. Sur la scène internationale, vous plaidez pour un retour à un vrai multilatéralisme dans le domaine de la santé. Mais j'emploie jamais le terme. Alors, le terme, c'est un système multilatéral où sur l'OMS, vous plaidez... Soyons simples, coopération internationale, oui. Mais ça vous semble possible avec la Chine, avec la Russie de Poutine aujourd'hui? Après tout, l'ONU était créé, il y avait l'URSS de Staline. Pourquoi on n'y arriverait pas? Mais non, mais moi, il y a un principe de réalité qui va s'imposer à toutes les puissances? En général, la réalité finit par s'imposer à tout le monde. Mais, il y a tellement d'idéologies, de fantasmes, d'approximations. En tout cas, moi, je n'emploie pas trop multilatéralisme parce que c'est devenu une sorte de religion, vous voyez. Comme si Trump était l'horrible type qui avait détruit le multilatéralisme. Mais même avant, Clinton, il disait moi, je veux bien régler les problèmes avec les alliés. Si ça ne marche pas, je décide tout seul. Voilà. Et il y a même les pays les plus ardents défenseurs du multilatéralisme ne le sont jamais complètement. Alors peut-être la Suisse de notre ami journaliste qu'on a entendu tout à l'heure, mais les autres pays non. Ils sont multilatéraux en partie. Ils préfèrent coopérer quand ça marche. Donc il faut redémontrer, il ne faut pas invoquer le multilatéralisme comme une religion contre l'hérésie trumpienne. Il faut démontrer que c'est utile pour tout le monde de remettre en marche l'OMS, que les États-Unis y reviennent, et que dans ce cadre, on fasse une évolution, une dévaluation mondiale de toutes les politiques menées depuis le début de la pandémie, pour voir ce qui est utile de faire pour après. C'est un exemple. Et l'accord de Paris, c'est très très important, mais ça ne suffit pas. Il faut un investissement scientifique colossal en plus. Donc je suis très partisan des coopérations internationales, mais il ne faut pas penser que ça dispense les gouvernements nationaux de leurs responsabilités. Vous voyez, il ne faut pas dire « Ah, c'est pas moi, c'est l'Europe. C'est pas moi, c'est l'ONU. C'est pas moi, c'est l'accord de Paris. » Il faut vraiment que ça engage les responsabilités. Mais ce n'est pas le multilatéralisme dans tous les cas de figure. La France elle-même, elle a sa dissuasion nucléaire. Hein. Elle a sa propre armée. Elle a ses propres décisions. L'Allemagne aussi, tout le monde. Vous voyez, Pour conclure, quel regard vous portez sur la gestion de la crise sanitaire liée justement à cette pandémie en France? Je me refuse à porter un regard particulier sur la France, parce qu'il faudra avoir un regard mondial de tous les gouvernements, de toutes les institutions. Les 3/4 des gouvernements du monde se sont adaptés tant bien que mal, hein, en fait, et puis ils tâtonnent, ils corrigent, c'est pas évident, c'est quand même un virus très compliqué, avec des rebondissements étranges. Les seuls pays qui s'en sortent vraiment bien sont très peu nombreux. Il y a 200 pays aux Nations Unies, justement. Il n'y a même pas 10 pays qui s'en sortent bien depuis le début. Alors, ce n'est pas forcément la Chine qui a éradiqué par des procédés très brutaux. J'allais vous dire, oui, ce n'est pas forcément les démocraties qui non, la Corée du Sud s'en sort très bien. La Corée du Sud s'en sort même mieux que la Chine, en fait. Mais justement, il faudra le mettre. Et ça tient à quoi, à votre avis? Il y a évidemment la discipline collective. Il n'y a pas besoin de réglementer tout pour que les gens aient l'habitude de porter le masque. Il y a le souvenir du SRAS, où ils ont anticipé. Et donc, c'est plus facile dans ce genre de société, mais ce n'est pas forcément des régimes communistes. Il y a des régimes communistes qui ont bien réagi, comme le Vietnam. Il y a Singapour qui est entre les deux, qui s'est pas mal débrouillé. Mais il y a 5-6 pays qui ont bien réagi. Il faudra regarder ce qui s'est passé dans ces pays pour en tirer des leçons pour tout le monde après. Donc, il ne faut pas se focaliser, même si on est dans le moment le plus pénible. Le pénible, on le sait bien, et puis un peu inquiétant. Il ne faut pas se focaliser que sur la France. Moi, quand je parle d'évaluation, je ne parle pas des règlements de compte internes. Oui. Les procédures en justice lancées contre des ministres en exercice en ce moment, je trouve ça scandaleux. Scandaleux, ça n'a aucun rapport avec l'état de droit, vous voyez. C'est des règlements que ça ne sert à rien. Ça fait pas partie d'un principe de contrôle de l'action publique. Mais il faut le faire après, d'accord, mais on ne le fait pas en pleine bataille. Et qui est-ce qui peut imaginer ça? Par contre, dans l'évaluation après, dans une OMS peut-être relancée grâce à notre ami Biden, on verra. C'est très important de se mettre d'accord sur la surveillance, l'alarme, la transparence dans l'information, le confinement, qu'est-ce qui marche ou qui ne marche pas, les tests, les déconfinements, vous voyez, une évaluation de tout, y compris ce qui va venir maintenant, c'est-à-dire l'utilisation des vaccins qui peut-être vont arriver, qui peut-être vont protéger... plus ou moins. Mais c'est à faire après, ça. Merci beaucoup, Hubert Védrine, d'être venu sur le plateau de Ça vous regarde. Je rappelle le titre donc, de votre dernier ouvrage, Et après, paru chez Fayard. Point d'interrogation.
avec le point d'interrogation, on l'a vu à l'antenne. Que s'est-il passé à l'Assemblée aujourd'hui? On va voir cela dans la chronique de Thomas Després. Et Thomas, ce soir, vous nous parlez du rôle des citoyens pour fabriquer la loi de demain. Oui, bonsoir Clément. C'est vrai que depuis plusieurs semaines, les initiatives se multiplient pour faire rentrer plus de démocratie participative ici au Parlement. Mais qu'en pensent les députés? Je vous raconte. Alors la place des citoyens, c'est un sujet qui revient souvent ici à l'Assemblée. Et cette semaine, ce sont les députés socialistes et apparentés qui veulent proposer à des Français la possibilité de fabriquer leur prochain texte de loi. Bonjour Boris Vallaud. Alors racontez-nous, cette proposition, quelle est-elle? Écoutez, c'est une proposition qu'on a appelée l'aide individuelle à l'émancipation, qui consiste en une dotation de 5 000 € pour tous les jeunes, ouverts à 18 ans, pour investir dans son capital personnel, c'est-à-dire dans sa formation, dans ses mobilités, le passage du permis de conduire, l'acquisition d'un premier véhicule, et puis ensuite un revenu de base ouvert à 18 ans, qui est RSA plus prime d'activité fusionnée, une forme de minimum jeunesse comme il existe un minimum vieillesse. Et comment vous allez demander l'avis aux citoyens sur cette proposition-là? Eh bien, nous avons choisi la plateforme Parlement et Citoyens, qui est une civic tech, pour proposer aux citoyens de débattre de chacun des aspects de cette proposition de loi qui sera débattue en février prochain dans notre niche parlementaire. Et comment vous comptez prendre en compte leur avis? Eh bien, certaines propositions viendront enrichir notre texte. D'autres, nous ne les reprendrons pas à notre compte, mais les plus plébiscités, néanmoins, nous proposons qu'un des parlementaires soit une forme de rapporteur de ces amendements citoyens. Nous expliquerons pourquoi nous ne les avons pas retenus et ils pourront être débattus. Alors au fond, ça n'a rien de vraiment nouveau. Ce n'est pas la première fois que des politiques proposent aux citoyens de fabriquer la loi à leur côté. On peut prendre l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat ou encore de la plateforme Le Jour d'après, lancée par plusieurs parlementaires pendant le premier confinement. Mais le sujet, il divise encore. Est-ce que les députés n'ont pas peur que les Français tentent de les remplacer? Pas du tout. Moi, je pense qu'il faut vraiment co-construire avec les citoyens. Il n'y a pas d'opposition entre démocratie représentative et démocratie participative. Au contraire, elles se renforcent l'une l'autre et il faut que ça devienne vraiment un réflexe pour tous les députés. C'est une forme d'atténuation du système représentatif et j'ai déjà eu l'occasion de dire au moment des débats sur le référendum d'initiative citoyenne ou le référendum d'initiative partagée, que je pensais que ce n'était pas une voie satisfaisante de la démocratie. Voilà Clément, il n'y a pas que les groupes qui proposent aux citoyens de participer à la vie parlementaire. L'Assemblée nationale le fait aussi. Ils ont ouvert une plateforme pour recueillir les signatures pour des pétitions citoyennes depuis un mois. Merci Thomas. C'est l'heure de notre face-à-face à présent. Revoir les règles de Schengen, renforcer les contrôles aux frontières de l'Europe. La droite le réclame depuis longtemps. Eh bien, Emmanuel Macron aussi, désormais. Le chef de l'État a lancé cet appel aujourd'hui, une semaine après l'attentat de Nice qui a été commis par un Tunisien qui était entré clandestinement en Europe via Lampedusa en Italie. Alors avant de débattre de tout cela, on va répondre à quelques questions très concrètes. Qu'est-ce que l'espace Schengen? Pourquoi est-il sous le feu des critiques? On voit cela avec Marion Becker. C'est depuis le Pertus, à la frontière franco-espagnole, qu'Emmanuel Macron a appelé à la transformation de cet espace de libre-échange créé en 1985 par les accords de Schengen. Je suis favorable, et je porterai en ce sens des premières propositions au Conseil de décembre, à ce que nous refondions en profondeur Schengen, pour en repenser l'organisation, pour intensifier notre protection commune aux frontières, avec une véritable police de sécurité aux frontières extérieures de l'espace, en renforçant aussi l'intégration de nos règles. Quels pays font partie de l'espace Schengen ? 26 pays forment cet espace, 22 des 27 États membres de l'Union européenne, plus l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein. 400 millions de personnes jouissent de cet espace de libre circulation. Une fois entré dans la zone Schengen, un voyageur peut franchir les frontières et se déplacer avec une simple carte d'identité sans subir de contrôle. Les vols aériens entre villes de l'espace Schengen sont considérés comme des vols intérieurs. Quelles sont alors les frontières contrôlées? Seules les frontières extérieures de l'espace Schengen sont contrôlées. Depuis 2004, l'agence Frontex aide les États membres de l'Union européenne et de l'espace Schengen à sécuriser leurs frontières. Un État
ne peut rétablir les contrôles à ses frontières intérieures qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale, après consultation des autres États du groupe Schengen. Pourquoi Schengen est-il régulièrement remis en cause ? En l'absence de politique migratoire européenne, certains pays n'ont pas les moyens d'assurer le contrôle des frontières extérieures, notamment depuis 2015 et la crise migratoire qui a jeté des dizaines de milliers de migrants aux portes de l'espace. C'est le cas en Grèce. En matière de terrorisme, l'espace Schengen montre aussi ses limites. L'Europe a-t-elle les moyens d'empêcher les terroristes qui veulent la frapper sur son territoire ? Le terroriste tunisien qui a tué 3 fidèles à Nice avait réussi à gagner la France depuis la Tunisie via l'île italienne de Lampedusa. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron s'est exprimé. Et pour débattre de ce sujet, j'accueille en plateau Isabelle Florennes, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée MoDem des Hauts-de-Seine. Et Pierre-Henri Dumont, bonsoir. Vous êtes député Les Républicains du Pas-de-Calais. On commence avec vous, Isabelle Florennes. Quand on regarde le cas du terroriste tunisien donc de Nice, les autorités italiennes avaient ordonné son expulsion. Son retour en Tunisie, seulement elles ne l'ont pas expulsé, tout simplement parce qu'elles sont débordées par l'afflux de migrants sur leur territoire. Comment peut-on répondre à ce problème qui ne se pose pas que pour l'Italie ? Il se pose depuis déjà un moment et l'Europe a déjà répondu en dotant Frontex de moyens supplémentaires l'année dernière, puisqu'il y a quand même eu 10 000 postes aux frontières qui ont été déployés sur l'ensemble des frontières extérieures de l'Union européenne, et notamment en Italie, parce que c'était une demande des Italiens, et en Grèce. Mais on voit bien que ce n'est pas suffisant. On voit bien qu'il faut une politique migratoire coordonnée au niveau de l'Union européenne. Le président de la République, c'est pas nouveau, le réclame. Le problème, c'est qu'il faut discuter avec des États membres qui veulent bien discuter de ces sujets, sur la question de Lampedusa, sur la question des frontières italiennes. Le précédent ministre de l'Intérieur avait commencé à vouloir négocier des accords sur l'île de Malte. Souvenez-vous, l'année dernière, il y avait ce sujet qui était déjà pendant. On n'a pas pu aboutir. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que sous la pression, effectivement, d'une menace terroriste plus importante, de questions migratoires et de cette pression mise sur un certain nombre d'États européens, les choses vont peut-être changer. C'est ce que nous espérons. Et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a pris les choses en main. Il faut que ça bouge. Il faut qu'on ait une politique migratoire coordonnée et des moyens supplémentaires à nos frontières. Mais cette politique, c'est une politique qui est sur la base d'une négociation entre États membres, donc d'une volonté des différents États de bouger, notamment de l'Allemagne. Pierre-Henri Dumont, vous partagez ce diagnostic, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de moyens peut-être sur Frontex, mais surtout, il n'y a pas encore vraiment de volonté partagée de déployer une politique migratoire commune. Il faut une double volonté, il faut une volonté européenne. C'est ce que déjà nous, en 2014, nous avions dit avec Nicolas Sarkozy. Nous avions annoncé qu'il fallait un Schengen 2. À l'époque, Emmanuel Macron était ministre de François Hollande et tout le gouvernement socialiste n'avait dit pique-pendre cette proposition. Je m'aperçois aujourd'hui qu'on n'avait pas forcément tort de le prononcer et de le dire ainsi. Je m'aperçois qu'Emmanuel Macron, même depuis qu'il est président, a changé d'avis sur Schengen. Il était en Roumanie au début de son mandat, expliquant qu'il devait intégrer et que la Roumanie devait intégrer l'espace Schengen. Donc aujourd'hui, on voit qu'il fait volte-face. Mais il y a l'aspect européen qui va prendre du temps, des années, s'il y a un accord, et il y a l'aspect national. Pas forcément des années. On a un calendrier qui peut être assez rapproché. Mais il vous faut l'accord. Il vous faudra l'accord de très nombreux pays. Il va poser le sujet dès le prochain Conseil européen de décembre. Très bien, mais il faudra au moins des mois, voire des années, pour arriver à un nouvel accord. C'est comme ça que ça fonctionne pour tous les accords. C'est pas que sur une question migratoire. Tous les accords européens, il faut soit une règle d'unanimité, soit une règle des 2/3, soit une règle de majorité. On peut rappeler quand même l'échéance que s'est fixée Emmanuel Macron dans la déclaration qu'il a faite aujourd'hui. Il a dit qu'il espérait finaliser cette remise à plat des accords de Schengen au premier semestre 2022 lors de la présidence française de l'Union européenne. C'est quand même pas pour tout de suite. Au minimum un an et demi. Mais il y a aussi une politique nationale derrière. Et il l'a posé aujourd'hui, mais on l'avait posé avant. Il y a un an pendant les européennes, c'est vrai qu'il l'avait mis sur la table. Rappelez-vous, c'est des politiques qu'on doit coordonner. Et là-dessus, nous n'avions pas d'accord, notamment de l'Allemagne, pour les frontières et la question italienne. Donc le renforcement des moyens de Frontex, c'était un premier pas important sous la présidence d'Emmanuel Macron. Moi, je veux dire que sur ces questions-là, c'est 35 ans, les accords de Schengen. On peut aussi se renvoyer la balle.
Je ne sais pas si Nicolas Sarkozy a été extraordinaire non plus dans ses résultats sur la politique migratoire. Oui, on expulsait 2 fois plus que vous ne le faites. Faux. Laissez Pierre-Henri Dumont répondre. 2 fois plus que vous ne le faites, on délivrait 50% de titres de séjour en moins. C'est les chiffres. On avait le débat sur l'immigration. Les chiffres sont faux, été remis en cause. J'étais rapporteur pour avis. Non, c'est pas les chiffres de Brice-Hortefeux, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Bon, écoutez, vous pouvez ne pas le croire. Vous avez le droit d'être une Trump française, de ne pas croire les chiffres qui sont donnés. Allez vérifier. Moi, ce que je vous dis simplement, c'est qu'il y a une politique européenne à l'époque. Il y a une politique européenne d'un côté, il y a une politique nationale de l'autre. Je suis d'accord avec vous, il ne faut pas qu'il y ait de disparité entre les pays. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout attendre de l'Europe. Il y a aussi des politiques nationales que nous pouvons mettre en place. Et quand je vois sur les questions... Vous proposez quoi? Vous proposez très simple. Sur la question du droit d'asile, on sait qu'aujourd'hui, le droit d'asile est dévoyé en France, où on a 151 000 demandeurs d'asile qui sont arrivés en France et qui ont fait leur demande en 2019. Deuxième pays, plus forte augmentation de ces 5 dernières années. On a aujourd'hui un tiers de ces demandes d'asile, 50 000 environ, qui viennent de personnes qui ont déjà été déboutées de leur demande d'asile ailleurs en Europe. La France a parfaitement le droit de dire « je n'examine pas ces demandes d'asile » ou « je décide de mettre en procédure accélérée ces demandes d'asile qui embolisent les demandes ». Ça n'a même pas fait. Quand on parle... Et vous pensez que la Hongrie de Viktor Orban examine ces demandes d'asile sur les mêmes critères que la France? Dans ces cas-là, il faut suivre la proposition qui était la proposition de Nicolas Sarkozy en 2014, à laquelle Emmanuel Macron avait dit non, étant ministre du François Hollande, à l'époque, je le rappelle, où nous, on expliquait qu'il fallait évidemment une Europe à plusieurs vitesses, avec plusieurs cercles, et faire en sorte qu'en effet, sur certains points, si nous ne sommes pas d'accord sur, par exemple, les critères d'attribution de l'asile, dans ces cas-là, il faut qu'on travaille avec moins de pays sur ces critères-là. Ça avait été rejeté à l'époque, on avait eu raison, a priori, 6 ou 7 ans à l'avance, eh bien, tant mieux qu'aujourd'hui ce soit repris. Ce que je voudrais dire également, c'est par exemple, on a eu un ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui expliquait que les migrants faisaient du benchmark. Alors, si je reprends ces termes... Expliquez un peu ce qu'est le benchmark. Ça veut dire que d'après Gérard Collomb, moi, je ne fais que citer le ministre de l'Intérieur. Il disait que les migrants, les filières de réseau de migrants, comparaient les avantages sociaux de tel ou tel pays, les rapidités d'exécution des demandes de QTF pour ce qui concerne la France, obligation de quitter le territoire, ou d'allocation de demandeurs d'asile. Et moi, ce que je vois, c'est qu'en Allemagne, pour un même demandeur d'asile, on a un taux de protection qui est, par exemple, pour les Afghans, 2 fois inférieur à ce que fait la France. Évidemment, ça pose un problème. Et de la même façon, l'allocation pour demandeurs d'asile est 25% supérieure en Allemagne qu'elle ne l'est en France. Donc, à un moment donné, c'est aussi à nous d'harmoniser, nos taux de protection avec l'Allemagne, puisque vous faisiez référence avec l'Allemagne. On parle toujours de politique européenne et d'accord de Dublin, notamment. Mais non, ce sont des politiques nous nationales. le demandons. Définir le niveau de l'allocation pour demandeurs d'asile, définir les critères. Laissez Isabelle vous répondre là, vous avez la parole. Répondez sur ce point et après, j'aimerais, il nous reste très peu de temps. Répondez sur ce point. La France ne fait rien. D'abord, on ne fait pas rien, puisque les moyens ont été annoncés, notamment aujourd'hui par le président de la République, du doublement des effectifs de police à 4 800 portés et doublement. Et ça, c'est important. Car la France contrôle ses frontières depuis les attentats de 2015. Les frontières qui posent problème, c'est-à-dire l'Italie, on le sait depuis longtemps, et les moyens avaient déjà été renforcés à la frontière italienne, et les moyens renforcés depuis les annonces de ce soir à la frontière espagnole. C'est quand même important, il faut le dire, et le président de la République en a parfaitement conscience. Sur la question des politiques migratoires coordonnées, on est toujours sur la même chose. Je suis d'accord sur les critères de droit d'asile. Ça se renégocie au niveau européen. Non, c'est une politique nationale. C'est strictement national. Alors, il nous reste juste 2 minutes avant la fin de cette émission. J'ai envie quand même qu'on aborde un autre point de la déclaration d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Il fait un lien entre immigration clandestine et terrorisme en évoquant des passerelles entre les réseaux de trafiquants et les réseaux terroristes, excusez-moi. C'est nouveau dans sa bouche, mais regardez la réaction immédiate que ça a déclenché avec ce message qui a été posté par Marine Le Pen. Il y a donc bien un lien entre immigration anarchique et insécurité. Soyons sérieux, suspendons Schengen. C'est trop facile. Sur les 30 terroristes... en quelques mots, parce que j'aimerais aussi entendre Pierre-Henri Dumont. On a déjoué, depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, une trentaine d'attentats. Ça fait quasiment un attentat par mois déjoué depuis le démarrage de mandat par les équipes et par le ministère de l'Intérieur. Il faut le rappeler. Donc, il y a une politique antiterroriste qui fonctionne, quoi qu'on en dise, même si on se retrouve dans cette situation. Juste pour dire, le ministre nous a reprécisé ça au début de la semaine. Sur les 30 terroristes, 22 sont français. 22 sont français. Très vite, juste en quelques secondes, il faut suspendre Schengen ?
de facto, ils sont suspendus, puisque ça fait 5 ans que nous avons des contrôles aux frontières intérieures de l'Union européenne, c'est-à-dire à la frontière franco-espagnole, à la frontière franco-italienne. La réalité, je suis désolé, mais c'est que Gérald Darmanin nous dit il n'y a pas de lien entre immigration et terrorisme. Emmanuel Macron nous dit aujourd'hui il y a un lien entre immigration et terrorisme, qui se mettent d'accord. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau de Ça vous regarde. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Ça vous regarde. Tout de suite, votre soirée documentaire. Très belle soirée sur LCP.